Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du chapitre 5 du livre Si l'ésotérisme m'était compté, tome 1. Et dans ce chapitre 5, je traite de la notion de corps subtil. Quels sont ces corps subtils et à quoi ils servent et quels sont leurs rôles, en quelque sorte. Alors le premier corps qui, en fait, n'a rien de subtil, c'est le corps physique. Des grains de matière en s'assemblant ont formé le corps physique. Là-dessus, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Tout le monde sait que nous avons un corps physique. C'est celui que nous touchons quand nous ressentons notre corps. Pour être en vie, le corps physique a besoin d'un corps énergétique. Donc ce corps énergétique, appelé corps éthérique, c'est ce qui va donner la vie, permettre le mouvement dans les molécules du corps physique. Albert Einstein nous a indiqué que l'énergie avait une équivalence avec la matière, parce que l'énergie, c'est de la matière. Il y a, pour être en vie, une matière doit être en lien avec de l'énergie, sinon elle n'est plus en vie. Un corps qui n'a pas d'énergie est un corps mort, donc qui disparaît. Ce corps éthérique peut être visualisable à partir de ce qu'on appelle l'effet Kirlian, qui a été trouvé en 1939 et qui permet de visualiser, par exemple sur une main, on peut voir une petite zone bleue autour de chacun des doigts, qui permettent de visualiser les contours du corps éthérique. L'effet Kirlian a été amélioré à la fin du XXe siècle par un autre scientifique qui s'appelle Korotkov, qui n'a pas du tout utilisé le même principe que Kirlian, mais qui permet de rendre visualisable un corps énergétique autour du corps physique, mais surtout l'ensemble du corps, et non pas juste sur une partie du corps. Il y a aussi une expérience très intéressante qui s'appelle la convertographie, qui a permis de mettre en évidence le fait que cette partie énergétique pouvait avoir une réalité concrète et non pas juste théorique. Par exemple, en prenant une feuille, en coupant le bout d'une feuille, eh bien, la convertographie permet de visualiser la partie manquante de la feuille. Ça veut dire que même s'il n'y a plus physiquement de molécules qui composent cette feuille, eh bien, sa partie informationnelle, sa partie énergétique est quand même visible grâce à la convertographie. Et encore plus étonnant, si on découpe le milieu d'une feuille, eh bien, grâce à la convertographie, le docteur Dumitrescu a été capable de visualiser l'intégralité de la feuille, de la forme de la feuille à l'intérieur de ce trou. Donc dans un endroit où il n'y a aucune matière, eh bien, il y a quand même l'information de la feuille dans laquelle ce trou a été fait, qui peut être visualisée. Le troisième corps, c'est ce qu'on appelle le corps astral. Pour ressentir, un corps a besoin d'un corps émotionnel. C'est donc lui qui va donner les émotions, c'est lui qui va permettre le ressenti. Ce corps astral, c'est celui qui est utilisé durant les rêves. C'est-à-dire que pendant la journée, notre conscience est active dans notre corps physique et éthérique. Et c'est pour ça que nous allons bouger notre corps physique. Par contre, au moment où nous nous endormons, notre corps physique est endormi et notre conscience se met au niveau du corps astral et donc va animer ce corps astral dans le plan astral. Et donc c'est dans ce plan astral que les rêves ont lieu. Ce ne sont donc pas des imaginations, c'est juste des expériences qui se passent, les rêves se passent dans le plan astral, et parce que nous revêtons lors de nos rêves notre corps astral. C'est donc un nouvel état de conscience. Ce corps, c'est aussi celui qui est utilisé dans les expériences qu'on appelle les NDE, Near Death Experience, ou en français expérience de mort imminente. C'est-à-dire c'est quand quelqu'un est à l'hôpital, se fait opérer, et puis pendant une période de quelques minutes où il va en quelque sorte décéder, c'est-à-dire que son cœur va s'arrêter de battre,
Donc il va être ce qu'on appelle en arrêt cardiaque, en mort, expérience de mort imminente. Il est déclaré mort, mais va pouvoir être réanimé quelques minutes plus tard. Mais pendant cette période de transition, où il a pu être déclaré comme mort, eh bien, certains individus vont pouvoir visualiser des choses qui se passent à l'extérieur de l'hôpital où leur corps se trouve. Eh bien, cela est parfaitement explicable parce que pendant qu'ils font cette expérience de mort imminente, leur conscience n'est plus dans leur corps physique, qui lui est sur le lit d'hôpital, mais a rejoint le corps astral et qui lui peut très bien aller voir ce qui se passe dans l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital. Et c'est pour ça que certains patients sont capables d'expliquer, pendant que leur corps physique était endormi, et même déclaré comme mort, des choses qui se passaient à l'extérieur de l'hôpital pendant que leur opération avait lieu. Donc ça n'a rien de miraculeux, c'est juste que le corps qui leur servait de véhicule pendant qu'ils étaient opérés, c'était leur corps astral. Ce corps, c'est aussi celui qui est utilisé par le voyage astral, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont capables consciemment de sortir leur conscience du corps physique pour l'amener dans le corps astral et pour aller faire des voyages dans ce qu'on appelle le plan astral. Le quatrième corps, c'est le corps mental. Ce corps mental, c'est celui qui va permettre la réflexion, permettre l'intellect. Le cinquième corps, c'est le corps causal. Pour mémoriser ces expériences, un corps a besoin d'un corps causal, qui est le mental supérieur. On l'avait vu lorsque j'ai abordé les plans précédemment, dans la vidéo précédente, qu'en fait il y a un seul plan mental, mais qui est décomposé en deux, mental inférieur qui correspond à l'intellect, et le mental supérieur qui correspond au corps causal. Le corps causal, c'est lui qui va mémoriser toutes les expériences vécues par les autres corps, qui sont ce qu'on appelle les corps de notre personnalité. Alors vous remarquez aussi que tous les corps n'ont pas la forme du corps physique. Le corps physique, le corps éthérique et le corps astral ont tous trois la même forme. Le corps mental est lui avec une forme ovale, que ce soit le mental inférieur ou le mental supérieur. Car plus on va dans l'éthérisation, plus on va dans les corps subtils, corps subtil veut dire corps de plus en plus éthéré, de moins en moins dense, et bien moins il y a de forme, plus la forme disparaît. Donc le corps causal, lui, va mémoriser toutes les expériences des personnalités, car ce qu'on appelle une personnalité, c'est l'ensemble du corps physique, éthérique, astral et mental. Ce sont ces quatre corps qui rentrent en jeu dans nos personnalités et qui s'expriment dans notre champ d'expérience. Au-delà de ces 5 corps, il y a 2 autres corps que l'on peut appeler l'âme spirituelle et l'esprit, mais qui eux n'ont aucune forme. Là, on est dans un état totalement, dans ce qu'on peut appeler un état en puissance. Alors que quand on est dans la vie active, on est dans un état en acte. Il y a aussi la notion d'âme. Le corps astral, c'est ce qui est appelé âme animale. Il y a plusieurs âmes en fait. L'âme animale, c'est celle qui anime notre personnalité, en quelque sorte. Alors, il faut faire attention aussi avec les mots, parce que l'âme animale, c'est ce qui est appelé esprit pour les domaines spirites. Or, l'esprit, normalement, alors cet esprit-là n'a rien à voir avec l'esprit, notre moi intérieur, notre être intérieur, qui se trouve dans des plans, dans un état en puissance par rapport à nos plans de la personnalité. Donc il faut faire très attention quand on emploie des mots, il faut vraiment les remettre dans leur contexte et s'adapter à chaque auteur, parce que chaque auteur, chaque tradition n'a pas forcément les mêmes mots pour expliquer les mêmes choses. Donc cette âme animale, c'est celle qui va animer notre personnalité. Il y a l'âme humaine,
qui va animer, qui va être la mémoire de toutes les personnalités. Donc l'âme animale, c'est une personnalité, l'âme humaine, c'est la mémoire de toutes les personnalités. C'est ce qui va animer toutes les personnalités plus tard. Et ensuite, il y aura l'âme spirituelle qui va être un autre octave. C'est-à-dire, en fait, il faut voir les choses comme différents octaves, un peu comme au piano. Tout est à des niveaux différents. C'est simplement qu'à chaque fois, on augmente d'un cran. C'est comme s'il y avait plusieurs paliers, et à chaque fois, on monte d'un palier. Il y a une personnalité, donc une âme animale, qui va avoir un certain champ d'expérience. Une fois qu'elle va avoir maîtrisé son champ d'expérience, eh bien, elle va apporter tous les fruits de son champ d'expérience au niveau du corps causal, à l'âme humaine. Mais cette âme humaine aussi fait partie d'un règne encore plus grand. On peut appeler le règne spirituel. Donc l'être humain n'est pas le règne le plus évolué en quelque sorte. Nous sommes plus évolués par rapport à notre âme animale, à nos personnalités, qui va former notre personnalité, des corps qui vont former notre personnalité, mais nous sommes un sous-ensemble de corps encore plus grands. Sept corps, on peut aussi dire que le 7, c'est l'association du carré, la matière et du triangle. Parce que symboliquement, quand on représente quelque chose qui s'exprime en acte, on va parler du carré, alors que quand on représente quelque chose qui est en puissance, on va parler du triangle. Le triangle va s'exprimer dans le carré. Le triangle, c'est la partie immortelle de l'être humain, car on l'a vu, le corps causal, c'est ce qui va enregistrer toutes les expériences de la personnalité. Donc ce carré, c'est le champ d'expérience des personnalités qui sont exprimées par l'âme qui se trouve dans l'âme humaine qui se trouve dans le corps causal. Et donc on peut dire que la personnalité est mortelle, parce qu'à chaque fois que nous avons une personnalité, eh bien à la fin, elle va mourir, mais quand elle meurt, c'est juste que son expérience va être remonté dans le corps causal. Et que ce corps causal, lui, il est immortel parce qu'il englobe, il enregistre toutes les expériences qui ont été vécues par les différentes personnalités. Et donc une fois qu'il aura enregistré une expérience, eh bien, il va pouvoir en recréer une autre, en exprimer une autre personnalité. Cette trinité, c'est un état d'être ou un état en puissance, alors que quand nous sommes dans un plan de personnalité, nous sommes dans un état d'existence, état en acte. Cet état d'existence, c'est ce qu'on appelle la vie, et donc, je l'ai vu, comme on l'a vu précédemment, eh bien, mourir, ça ne veut pas dire disparaître, ça veut juste dire changer d'état. Ça veut dire juste passer d'un état en acte à un état en puissance, d'un état d'existence à un état d'être. Alors quand j'ai parlé des 7 corps, je me suis arrêté au corps atmique parce que j'ai décomposé certains des 7 corps. En fait, normalement, quand on parle des 7 corps, il y a 7 plans principaux qui ont chacun 7 sous-plans. Je l'ai précisé ça dans la vidéo précédente qui parle des plans. Le carré, c'est-à-dire les 3 en fait premiers sous-plans, physique, éthérique, astral, mental, ce sont les plans et les corps de notre personnalité. Le corps causal, dans le corps causal va se trouver notre individualité, c'est-à-dire notre âme humaine. Cette âme humaine va aller s'exprimer dans les personnalités. Comme je l'ai dit précédemment, il faut voir ça comme différents niveaux, comme différents règnes. C'est un peu comme les règnes inférieurs, on va dire que c'est les règnes animales. Donc notre personnalité, c'est en quelque sorte notre animalité que nous devons maîtriser, faire évoluer pour aller dans le règne humain.
mais ce règne humain va lui aussi évoluer dans un règne supérieur que l'on va appeler le règne spirituel. Je donnerai plus de détails. Là, je reste dans les mots génériques, mais parce que je veux y aller doucement, parce que ce sont des concepts que je préfère aborder tout en douceur et sur plusieurs vidéos plutôt que tout d'un coup et tout mélanger. Quand on parle de corps, on a souvent tendance aussi à les mettre à la verticalité, les uns au-dessus des autres. Et donc, je l'ai dit, c'est pas exactement le cas parce que on peut parler aussi d'octaves et de différentes triades, de différentes trinités. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une verticalité, c'est-à-dire les corps ils sont de plus en plus subtils, plus on monte, plus ils sont éthérés, donc dans des états de moins en moins denses. Mais par contre, comme ce sont différents octaves, eh bien, il y a aussi des liens entre les différents octaves, c'est-à-dire entre le corps physique et le corps atmique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'esprit. Eh bien, il y a un lien, je dirais qu'il y a des raccourcis, parce que c'est un peu la même, c'est le même octave, sauf que l'esprit, c'est le corps physique à un octave supérieur en quelque sorte. Tout comme l'âme spirituelle, le corps bouddhique, c'est le plan astral dans un état supérieur, dans un octave supérieur. Tout comme le corps mental inférieur, eh bien son octave supérieure, c'est le mental supérieur. Donc il faut voir les corps comme étant les uns au-dessus des autres, mais aussi comme différentes couches qui peuvent être interreliées. Mais c'est pareil, tous ces sujets, je vais en parler régulièrement pour que ça devienne naturel. Alors qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? La mort définitive, c'est le moment où ce qu'on appelle la corde d'argent. Donc la corde d'argent, c'est un fil qui est appelé corde d'argent parce que, d'après ce que j'ai compris, certaines personnes qui sont capables de visualiser cette corde, le visualisent un peu comme de manière argentée. C'est un fil qui relie ensemble tous les corps. Et une fois que ce fil se coupe, eh bien, il n'y a plus de cohérence d'ensemble. Et donc là, c'est la mort définitive qui va arriver. Et à partir du moment où la mort définitive va arriver, le premier corps qui va disparaître, c'est le corps physique qui va se décomposer et donc disparaître. Ce qui fait que la conscience va monter au niveau du corps éthérique. Puis, quelques jours après, ce corps éthérique va lui aussi disparaître. Parfois, au-dessus des tombes qui viennent d'être mises en place, il y a ce qu'on appelle des feux follets, c'est-à-dire des espèces de choses vaporeuses que l'on peut voir au-dessus des tombes. Eh bien, cela peut représenter justement la disparition de ce corps éthérique qui est en train de disparaître petit à petit et qui, dans certaines conditions, peut être visualisable. Donc ensuite, une fois que le corps éthérique a disparu, la conscience va se mettre dans le corps astral. Et ce corps astral va lui aussi finir par se détacher, mais il ne va pas disparaître totalement. C'est-à-dire ce corps astral va rester pendant que le défunt va aller dans le corps supérieur, c'est-à-dire le corps mental inférieur. Eh bien, une mémoire du défunt va rester dans le corps astral. Cette mémoire du défunt, qui est appelée une coque, va rester à partir du moment où des êtres sur Terre vont alimenter en fait la pensée de cet être. Car elle n'aura plus de vie par elle-même, mais elle pourra être animée par les pensées des personnes qui vont lui donner vie en quelque sorte. Car ce sont des égrégores. Donc l'individu va passer dans son corps mental et y résider durant une période assez longue qui est appelée le dévachant. Et pendant cette période, eh bien, il va faire le bilan des expériences acquises et jouir du fruit de tout ce qu'il a vécu dans sa dernière personnalité qui vient de mourir. Il faut savoir aussi qu'à partir du moment où un être est dans le corps mental, il ne peut plus être appelé par des moyens spirites. Donc quand par spiritisme certains êtres sont appelés, eh bien
soit c'est que le défunt n'a pas encore monté dans son corps mental, soit que c'est juste la mémoire du défunt qui pourra être appelée. Au bout d'un certain temps, ce corps astral, cette mémoire en fait du défunt va disparaître. Et le corps mental, une fois que le bilan des expériences va être terminé, eh bien la conscience va aller au niveau du corps causal. Et là, elle va y rester jusqu'à la prochaine réincarnation. Car ce corps causal ne disparaît pas, ce corps causal va contenir toute la mémoire, toutes les mémoires des différentes personnalités engendrées par l'âme humaine. Car le siège de ce corps causal, c'est le siège de ce qu'on appelle notre âme humaine, notre individualité. Et donc notre corps causal enregistre toutes les expériences vécues par les personnalités créées par notre individualité. Alors maintenant, parlons de la différence entre les humains et les animaux. Les humains et les animaux, nous avons tous deux un corps physique. Nous avons tous deux un corps éthérique. Nous avons également un corps astral en commun. Par contre, au niveau du corps mental inférieur, eh bien, il est activé chez les humains alors qu'il est ce qu'on pourrait appeler un état latent chez les animaux. Alors il faut faire attention parce que quand on parle de l'état latent chez les animaux, tous les animaux n'ont pas le même niveau d'évolution. Donc il y a des animaux qui ont activé cet état mental parce qu'ils sont justement au bord de la capacité d'aller dans le règne humain. Donc plus ils se rapprochent de leur fin de règne animal, plus ils vont l'activer. Donc quand on dit qu'un animal n'a pas activé son corps mental, pour les animaux qui sont prêts à s'individualiser en tant qu'humains plus tard, c'est faux parce qu'ils ont commencé déjà à l'activer dans leur dernière vie. Un humain a ce qu'on appelle un corps causal, un ego, une individualité, alors qu'un animal a ce qu'on appelle une âme groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seul le règne humain est individualisé. Les animaux possèdent des âmes groupes. Âme groupe, ça veut dire que plusieurs membres d'un même groupe vont enregistrer leurs expériences de vie dans la même âme groupe. Donc il peut y avoir plusieurs animaux qui vont vivre des choses distinctes, mais où ça va être enregistré dans une même âme groupe. Alors qu'un être humain qui est individualisé, individualisé veut dire unité, ça veut dire que un être humain a son propre corps causal, donc il est une individualité, et donc dans son corps causal ne seront enregistrées que les expériences propres à son individualité. Ce n'est pas plusieurs humains qui vont enregistrer leur expérience dans le même corps causal. Chaque être humain a un corps causal, chaque être humain va avoir ses expériences d'enregistrer dans le corps causal auquel il est relié. C'est ça qu'on appelle l'individualité. C'est le fait d'avoir la capacité d'enregistrer nos expériences. Nos expériences n'affectent que nous en quelque sorte, alors que les animaux, qui sont plusieurs membres du groupe, étant donné que plusieurs membres vont enregistrer leurs expériences au même niveau, eh bien, ils sont reliés entre eux. C'est pas, chaque animal n'enregistre pas son expérience dans une seule âme qui lui est propre. Ensuite, je vais simplifier quelques définitions simples, mais sur lesquelles je reviendrai dans d'autres vidéos, dans d'autres chapitres du livre. L'esprit, j'appelle ça des idées en potentiel, c'est ce qu'on appelle un état en puissance. L'état en puissance, ce sont des pensées non latentes en quelque sorte, donc en potentiel, mais qui n'ont pas encore été activées. Notre corps, c'est le lieu où vont se concrétiser, qui va permettre justement de concrétiser, de rentrer en acte les expériences et les potentiels. L'âme, c'est quoi? C'est l'intermédiaire, c'est-à-dire
Parmi tous ces potentiels, eh bien l'âme en a exprimé certaines, en a concrétisé certaines, mais elle n'a pas concrétisé tous les potentiels. Donc c'est pour ça que l'âme, c'est en quelque sorte toutes les idées qui étaient avant en potentiel, mais qui ont été concrétisées dans un corps. Donc ça permet d'avoir une petite idée de la différence entre la notion de corps, âme et esprit. Merci de votre attention.